la CODEF nous avait envoyé une série de questions qui revenaient régulièrement, donc que je vais évoquer ici, parfois rapidement, vu qu'une réponse a déjà été apportée dans le cadre de la présentation. Alors, concernant la première question, peut-on perdre des points ou des subventions si on n'a pas engagé dans un délai de 6 mois en 2021 en raison du Covid? Donc, ça ne concerne pas la réforme, ça concerne l'APE actuelle. Et donc, suite au Covid, de toute façon, les délais d'engagement ont été suspendus et donc il n'y a pas de perte de points suite à un non-engagement dans un délai de 6 mois, ni en 2021, ni d'ailleurs depuis mars 2020, date à laquelle les premières mesures d'immunisation ont été prévues dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui avaient été octroyés au gouvernement wallon dans le cadre de la crise Covid. Et donc, les délais sont suspendus à partir du début de la crise du Covid, de la Covid jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, pas de perte de points. Quel impact de la subvention si le remplacement, l'engagement prend du temps sans pour autant aller au-delà des 6 mois? Pour l'interrogation, récupération pour l'interrogation. Donc, j'ai déjà répondu à cette question dans la présentation. Donc, pour rappel, les périodes de non-prestation où la personne reste occupée sont comptabilisées, donc pas d'impact. Par contre, effectivement, quand il y a un départ, là, effectivement, ça va impacter le contrôle du volume de l'emploi pérennisé ou le volume global de l'emploi de référence. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette dérogation spécifique dans le cas où le non-respect trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pouvoir au remplacement. Et donc, ce délai, comme je l'ai dit, est de 6 mois prolongé de 2 mois, donc 8 mois en tout, lorsque le délai de 6 mois comprend les mois de juillet et août. On est un peu dans la même logique que celle actuellement applicable pour les délais d'engagement. Alors, quels sont les différents types de cessions? Alors, donc, comme j'ai expliqué, il y a d'abord le maintien des cessions qui sera automatique pour tout employeur cédant qui informe le forum de son souhait de maintenir la cession. Les cessions peuvent être à durée déterminée plutôt les cessions peuvent être définitives. Donc, pas le maintien des cessions pour la première année, mais ensuite les cessions pourront être définitives. Ça veut dire que la subvention est définitivement octroyée à l'employeur cessionnaire, ou alors elles pourront être à durée temporaire. Si elles sont à durée temporaire, l'employeur pourra préciser si elles sont à durée déterminée ou indéterminée. Si elles sont à durée indéterminée, il n'y a pas besoin de demander un renouvellement. Par contre, l'employeur a la possibilité de mettre fin, moyennant un préavis, à la cession. Et donc, il y a une possibilité de mettre fin à la cession, mais évidemment, il n'y a pas de nécessité de renouveler vu que la cession est temporaire, mais à durée indéterminée. La cession peut également être durée temporaire et déterminée. Dans ce cas-là, elle prend fin à l'issue de la durée déterminée, à moins que l'employeur ait introduit une demande de renouvellement avant l'échéance de cette durée déterminée. Existe-t-il toujours un crédit d'ancienneté? Non, le montant a été intégré dans la réforme, mais demain, il n'y aura plus de crédit d'ancienneté complémentaire qui serait versé comme c'est le cas actuellement. Comment sera liquidée la subvention APE? On a déjà répondu, donc en 4 tranches trimestrielles anticipatives versées le 25e jour du premier mois du trimestre concerné, de manière à assurer la trésorerie au niveau de l'employeur. Quelle est la moyenne entre le ratio APE et fonds propres par équivalent temps plein? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne pense pas que le forum l'ait non plus. Éventuellement, Claude pourra compléter. En tout cas, dans la majorité des cas, les travailleurs sont intégralement APE. Donc, on n'a pas vraiment de ratio entre travailleurs APE au fonds propre. S'il y a des points qui sont affectés, c'est un travailleur APE qui est subventionné actuellement dans le cadre au regard du nombre de points qui lui sont affectés. Demain, seront dans les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, tous les travailleurs de la liste. Il est possible de cumuler la subvention APE avec d'autres subventions dont bénéficierait l'employeur, qu'elles soient des subventions aide à l'emploi ou des subventionnements structurels. Point d'attention néanmoins pour attirer votre attention, le cumul est possible au niveau de la réglementation APE, mais pour toute question relative au cumul, il faut évidemment que le cumul soit prévu par les deux dispositifs qui vous octroient une subvention. Au niveau de l'APE, vous pouvez cumuler, évidemment dans la limite du coût global, hein, mais si par exemple, je prends le cas par exemple des aides à impulsion, l'aide à impulsion interdit de bénéficier d'une autre intervention dans la rémunération pour l'employeur, le travailleur qui bénéficie de l'aide à impulsion.
Et donc, ce travailleur, au niveau de l'APE, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau de l'impulsion, si il est constaté qu'il est également un travailleur APE, l'aide d'impulsion sera payée. Il n'y a pas de, on peut cumuler l'aide APE avec d'autres subventions. Attention à être bien attentif également aux conditions de cette autre subvention dont l'employeur bénéficie éventuellement et des éventuelles règles de cumul qui seraient prévues par ce dispositif. Alors, j'ai revenu sur la page. Alors, quel est l'avenir des cartons supplémentaires octroyés dans le cadre des emplois jeunes? J'ai vu que la question était également revenue dans le chat. Alors, si vous bénéficiez au 30 septembre de cartons qui sont liés aux cartons supplémentaires octroyés par les fonds par les fonds concernés, ce carton supplémentaire est bien comptabilisé et pérennisé dans le cadre de la réforme. Et donc, le carton sera comptabilisé, le montant de la subvention y relatif le sera également donc pris en compte dans le cadre de la réforme. Il faut bien évidemment qu'au 30 septembre 2021, l'employeur bénéficie d'un carton supplémentaire octroyé dans le cadre des emplois jeunes. Alors, au niveau des années de référence pour le calcul, donc la question suivante, des années de référence pour le calcul de la subvention évolueront-elles d'année en année? Non, on calcule un volume global de l'emploi de référence. Ce volume global de l'emploi de référence, il est calculé sur base de l'année 2017 à 2019, avec, comme je l'ai dit, la possibilité de demander à ce que ce VGE soit calculé non pas sur base de ces années de référence, mais sur base de l'année 2021, demande devrait être introduite en 2022. Ensuite, ce VGE sera le VGE sous base duquel le contrôle sera effectué et ne bougera pas. Néanmoins, comme je l'ai expliqué, il y a une possibilité de demander une modification de son VGE dans les deux cas que j'ai évoqués, à savoir en cas de scission ou cession d'activité ou branche d'activité vers une autre institution juridique que celle de l'employeur, ainsi que lorsque l'employeur a bénéficié durant 2 années consécutives d'une dérogation à son obligation de respect du VGE de référence. Les emplois jeunes passant en APE seront-ils toujours soumis aux critères emploi jeune? Non, ils ne seront plus soumis aux critères emploi jeune. Ils seront soumis aux mêmes conditions que tout travailleur APE. Donc, les travailleurs qui sont en emploi jeune seront sur la liste, repris sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Si c'est le jeune qui est passé du CPE de l'emploi jeune non marchand vers le dispositif APE, la liste des travailleurs pour lesquels cette subvention APE, nouvelle formule, est octroyée, ben, ils seront sur la liste. Et si ils quittent l'entreprise, dans ce cas-là, l'employeur pourra engager en remplacement n'importe quelle personne, à la condition bien évidemment que ce nouveau travailleur soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de l'engagement sans condition d'âge. Alors, doit-on modifier les contrats emploi jeune en contrat de travailleur APE? C'est délicat de répondre à cette question-là de manière générale. Il faut voir comment les contrats de travail ont été effectivement formulés. Tout dépend si oui ou non il y a une difficulté. En principe, les contrats sont à durée déterminée, vu que les emplois jeunes étaient d'une durée limitée dans le temps. Si c'est le cas, bien évidemment, il faudra à l'issue du contrat transformer le contrat, en soit faire un nouveau CDD dans le respect des règles sur les CDD successifs, ou alors prévoir en CDI ou en contrat. Donc voilà, il faut vérifier évidemment les contrats actuels pour voir s'il y a des choses qui posent problème par rapport au changement. Il est délicat de répondre sans avoir le contrat en face des yeux. Question suivante. Quels sont les objectifs de la réforme? Je les ai déjà expliqués dans la présentation au tout début. Lorsque l'on a plusieurs projets, vont-ils être fusionnés ou gardés séparés? Comme je l'ai déjà dit, ils sont fusionnés dans une seule décision d'octroi et les subventions perçues dans le cadre de l'ancien dispositif sur base de l'ensemble des décisions sont toutes intégrées dans la subvention annuelle unique qui sera attribuée à partir du 1er janvier 2022. J'ai encore noté une série de questions qui m'ont été envoyées par Cécile et j'ai aussi checké, mais je n'ai pas vu d'autres nouvelles questions posées qui n'auraient pas déjà été prises par Cécile. Donc, par rapport aux dernières questions, alors, par rapport à encore revenu la question de l'emploi jeune, on a déjà répondu. Peut-on remplacer la travailleuse enceinte qui est écartée? Vous pouvez tout à fait la remplacer. Donc, vous pouvez inscrire sur la liste tout travailleur qui est demandeur d'emploi inoccupé à la veille de l'engagement. Si vous avez un travailleur qui était écarté, forcément, quand on est écarté, c'est sur une période
de longue durée, mais prenons aussi le cas pour une période de plus courte durée pour lequel il n'y aura pas nécessairement de remplaçant. Ayons ces deux cas-là en tête. Donc, en soi, vous n'avez pas d'obligation de remplacer les personnes qui sont en maladie. Pour le volume de l'emploi pérennisé ou le VGE de référence, cela n'aura aucun impact, ils seront comptabilisés. Comme néanmoins, Claude a attiré l'attention, j'ai arrêté de dire Monsieur Frédéric, parce qu'on se connaît quand même assez bien, depuis le temps qu'on travaille sur cette réforme, à partir du moment où le volume de l'emploi et le VGE est pérennisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais évidemment, si le départ de cette personne a pour effet qu'au niveau du contrôle du coût, il se pourrait que le montant de la subvention, vu que vous ne supportez pas la salaire de la personne qui est absente, soit supérieur au montant de sa rémunération, ben donc dans ce cas-là, bien évidemment, ça peut avoir un impact sur le contrôle du coût et donc avoir tout intérêt à ce que le travailleur, s'il est remplacé, soit inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. À partir du moment où il y a une demande de réemploi inoccupée, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est à vous de voir si vous le faites, si c'est nécessaire. Si vous respectez de toute façon votre volume de l'emploi pérennisé et que de toute façon vous avez un certain gap entre le montant de la subvention et les salaires, et que donc les salaires sont bien plus, enfin, sont largement, pas forcément largement, mais en tout cas sont supérieurs quand même, et pas tout juste supérieurs au montant de la subvention, ben, dans ce cas-là, le départ de la personne n'aura pas d'impact sur ni les volumes globaux de l'emploi, ni le contrôle du coût. Par contre, si le gap est limité, ben, le fait qu'il y ait une dépense en moins peut-être avoir un impact sur le contrôle du coût. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de remplacer la personne et de mettre le remplaçant sur la liste des travailleurs pour laquelle la subvention est octroyée. Comme vous avez la possibilité, si vous engagez un nouveau travailleur, parce que vous êtes limite au niveau de la subvention, de le mettre sur la liste et il sera ensuite comptabilisé dans le cadre du respect du volume de l'emploi pérennisé, du VGE et du contrôle du coût. Alors, il y avait également une question en disant, oui, mais si nous avons une travailleuse qui est enceinte et qui est écartée, qui est là depuis longtemps et qui est remplacée par une autre personne, il y aura une ancienneté qui sera beaucoup moins, bien moindre, et donc potentiellement une récupération. Donc, petite précision, je ne pense pas l'avoir dit, je ne sais pas si Claude l'a précisé après, c'est que le contrôle du volume, le contrôle du coût effectivement supporté, il se fera de manière globale et puis de manière individuelle pour chaque travailleur. Aujourd'hui, le Forum regarde le montant octroyé pour chaque travailleur individuellement, regarde le nombre de points affectés à ce travailleur-là et regarde le salaire supporté pour ce travailleur-là. Et donc, si un employeur est en sous-consommation et un travailleur, pour un travailleur, il est en sous-consommation et pour un autre, il est en surconsommation, dans ce cas-là, il y a quand même un indu pour celui qui est en sous-consommation. Cette situation-là ne se produira plus avec la réforme, vu que l'analyse se fait sur base de l'addition des rémunérations supportées pour chaque travailleur de la liste au regard du montant global de la subvention, et donc elle ne se fait plus par travailleur individuellement. Donc en principe, cela ne pose pas de problème. Bien évidemment, si vous n'avez qu'un travailleur APE qui est une dame qui a une longue ancienneté, qu'elle s'en va et qu'elle est remplacée et que vous mettez un autre, le remplaçant sur la liste, et qu'il se fait que la rémunération est supérieure, là, il pourrait effectivement y avoir un contrôle, mais pas une récupération, mais dans ce cas-là exclusivement. Ça, bien évidemment, forcément, si le montant est supérieur à l'activité subventionnée, il y a une récupération. Comme je l'ai dit, c'est un principe général de droit. Peut-être par rapport à une autre question qui était posée, donc le seuil de tolérance concernant le VGE de référence concerne-t-il tous les ETP ou uniquement les ETP APE? Donc le seuil de 20% s'applique aux employeurs qui ont moins de 5 travailleurs, tous travailleurs confondus. Hein, vu qu'on est sur le volume global de l'emploi de référence, on n'est pas sur le volume de l'emploi pérennisé à respecter. Donc le VGE, ça concerne tous les travailleurs, donc le seuil, c'est pour tous les travailleurs. Alors le délai de mise à jour de la liste, donc Claude a déjà répondu. Techniquement parlant, peut-être une petite précision pour être complet, c'est que donc vous pouvez inscrire, vous avez 6 mois pour inscrire quelqu'un sur la liste. Donc si vous le faites dans ces 6 mois, la personne sera inscrite sur la liste, il n'y a pas de problème. Au-delà de ces 6 mois, la personne qui aurait été engagée et que vous auriez voulu inscrire sur la liste ne pourra plus être inscrite sur cette liste. Par contre, vous avez 6 mois, mais je vous invite à le faire dans le mois de l'engagement. La raison est simple, c'est que si vous faites la déclaration dans le mois de l'engagement, donc début d'occupation du travailleur, le travailleur est réputé être sur la liste dès
le début d'occupation, donc à la date de son engagement. Si par contre vous n'informez pas le forum dans le mois de cet engagement, le travailleur ne sera considéré comme sur la liste qu'à partir du moment où vous avez vous avez ajouté le travailleur sur cette liste. Donc, je vous invite quand même à le faire dans un délai d'un mois. Alors, il y avait également une question sur le calcul des réductions de cotisation. Comment fait-il pour le volet donc réduction de cotisation de sécurité sociale, comment fait-on pour prendre en compte les évolutions du personnel entre les années de référence et l'entrée en vigueur de la réforme? En réalité, la question ne se pose pas, vu que les années de référence ne sont utilisées que pour le taux d'occupation moyen et sont utilisées pour la valeur de la variable E, qui est le montant théorique annuel par équivalent temps plein. C'est très important. Donc, c'est le montant théorique par équivalent temps plein subventionné en moyenne. Et donc, pour pouvoir prendre des travailleurs qui ont été engagés évidemment, l'effectif de référence qui aura augmenté au niveau des travailleurs APE, pas l'effectif de référence, mais les travailleurs APE auraient augmenté entre les années de référence et 2021, mais c'est pris en compte vu que la variable D, elle est établie sur base du nombre moyen de points, excusez-moi, la variable D est établie sur base du nombre de travailleurs qui étaient occupés en 2021, avec une petite, c'est pas exactement 2021, c'est du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Et donc, ces travailleurs qui auraient été engagés en 2021 sont pris en compte. Évidemment, il y a également les planchers donc, que j'ai évoqués qui s'appliquent dans tous les cas.